Bonjour, vous écoutez La Page Sensible, le journal de lecture et d'écriture d'une autrice émotive. Je m'appelle Marion Josserand et j'adore lire des romans contemporains, surtout ceux qui me titillent la corde hypersensible. J'aime tellement ça que j'ai même décidé d'en écrire. Dans ce podcast, je partage avec vous les romans qui éclairent si bien ma vie que j'ai envie de les recommander à la terre entière. Et au passage, je vous raconte mon cheminement d'apprentie autrice, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Âme sensible ? Bienvenue. Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, côté lecture, je ne vous parle pas d'un seul livre, mais carrément de tout un pan de l'œuvre d'une de mes autrices préférées. Car voyez-vous, d'après un récent recensement de l'Institut de Marion qui s'ennuie le dimanche soir, j'aurais lu à ce jour une 50aine de romans d'Agatha Christie. Et forcément, au passage, j'ai exploré d'autres livres que les 33 qui suivent le très fameux Hercule Poirot. Peut-être que vous avez déjà entendu dire que la reine du crime détestait le petit détective belge et qu'elle en avait par-dessus la tête de ce dandy. Il paraît que c'est vrai, hein. Si ça se trouve, ça explique que ses autres héros et surtout ses autres héroïnes soient aussi attachantes. Et aujourd'hui, c'est de ces personnages-là qu'on va parler, notamment de l'adorable Miss Marple, de Tommy et Prudence Beresford et d'Ariadne Oliver. Au passage, bien sûr, je vous recommanderai mes titres préférés avec chacun et chacune de ces personnages. Et côté écriture, je vous parlerai des préparations pour la publication de mon premier roman, Tant pis pour le thé, dont les préventes débuteront le 6 avril 2025, donc ça commence à se rapprocher. Ça devient très concret là. Forcément, j'ai un peu les miquettes, mais je suis aussi très impatiente. Côté lecture, on va donc parler d'Agatha Christie. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour cette autrice dès l'épisode 4 de ce podcast, donc c'était vraiment une de mes priorités de parler d'elle ici. J'avais fait un épisode sur Le Vallon, qui est donc un des 33 livres avec le fameux détective belge Hercule Poirot. Agatha Christie, qu'est-ce que c'est ? C'est 66 romans publiés et 154 nouvelles. On oublie souvent qu'elle a fait des nouvelles, elle en a fait beaucoup en fait, pas mal de recueils. Donc sur ces 66 romans, la moitié ce sont des Hercule Poirot, plus une 50aine de nouvelles. Mais elle a également écrit une 12aine de romans avec le personnage de Miss Marple, dont on va parler juste après, et une 20aine de nouvelles, toujours avec Miss Marple. Et aussi, il y a le couple Prudence et Tommy Beresford avec 4 romans et 15 nouvelles. Et en plus de ça, elle a écrit une 10aine d'autres romans, dont des romans d'amour, sous le pseudonyme de Mary Westmacott, et des romans d'espionnage que personnellement j'ai pas lus. Et c'est vrai que moi, comme la plupart des gens, je l'aime pour ses polars en fait, tout simplement. C'est pas pour rien qu'on appelle Agatha Christie la reine du crime. Alors avant de continuer cet épisode, je voudrais juste faire un petit disclaimer. Moi, je relis assez régulièrement ces romans, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est très cosy pour moi. Je les écoute beaucoup en livre audio. Je dois dire, le fait de les écouter en 2024, forcément, quelquefois ça crée de la dissonance pour moi, notamment sur le sexisme, le racisme. Donc voilà, je voulais juste reposer le fait que politiquement, je pense qu'on serait pas copines, Agatha Christie et moi. Visiblement, c'était une vieille bourge de droite, vraiment. Et ça se ressent parfois dans ses romans. D'ailleurs, les rééditions qu'a faites la maison d'édition HarperCollins en 2020 ont été parfois modifiées. On a tous entendu parler du débat sur l'anciennement dit Petit Nègre qui a été renommé, je crois que Ils étaient 10. Bref, je voulais juste reposer ça en introduction et voilà, dire que c'est des livres qui ont été écrits pour certains dans les années 30, 40, c'est une autre époque. Mais je trouve qu'il y a tellement d'autres choses chouettes chez Agatha Christie que voilà, moi je le lis un petit peu en prenant du recul là-dessus. On va donc parler pour commencer de Miss Marple. Donc comme je vous disais, Miss Marple, c'est 12 romans, 20 nouvelles. C'est une autre enquêtrice qui n'est pas, contrairement à Hercule Poirot, dont ce n'est pas le métier du tout. En fait, Miss Marple, c'est une petite dame vraiment âgée qui vit dans un petit village de la campagne anglaise qui s'appelle St. Mary Mead. C'est un village totalement fictif qu'Agatha Christie a créé. Et moi, je l'adore, Miss Marple. Elle est super attachante. Et en fait, Miss Marple, elle est juste très, très observatrice et très lucide sur la nature humaine. C'est-à-dire qu'elle comprend très, très bien avec tout ce qu'elle a vu passer. Elle comprend très bien comment fonctionnent les gens. Et en fait, chaque fois qu'elle est impliquée dans une affaire, à chaque fois, elle dit « Ah, ça me rappelle la petite machine qui habitait à côté de moi à l'époque dans le village. » Et en fait, elle fait tout le temps des parallèles entre des gens qu'elle a connus dans son village et les personnages qui sont impliqués dans le crime. Et ça lui permet de décrypter, en tout cas, c'est un peu ça sa méthode. Ça lui permet de décrypter ce qui se passe dans le monde du crime. Et moi, ce que j'aime dans les romans d'Agatha Christie qui ont Miss Marple comme personnage principal, outre le fait qu'elle est extrêmement attachante et que moi j'adore les mamies, ça fait partie de mes personnages préférés dans la littérature,
c'est qu'il y a tout un commentaire qu'elle fait sur la vieillesse aussi, sur le statut de vieille fille, entre guillemets, parce que Miss Marple, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant. Et en fait, souvent, elle fait des références au fait que c'est comme c'est une vieille dame, une petite vieille, on la sous-estime. Et c'est une de ses grandes forces aussi à Miss Marple, c'est qu'elle est très sous-estimée et que personne ne remarque qu'elle est là et qu'elle est en train d'entendre tout ce qui se dit. Et puis bien sûr, c'est l'occasion aussi de faire tout un commentaire sur les petits villages anglais, leur commérage, l'innocence qui n'est qu'apparente, un peu l'idée que le mal est partout. Et c'est aussi, dans l'œuvre d'Agatha Christie, je dirais le versant le plus cosy de sa bibliographie. C'est très douillet, il y a un peu d'humour. Il y en a aussi dans les Hercule Poirot, mais là, je trouve que c'est plus présent. Je me demande même dans quelle mesure les Miss Marple ont pu favoriser l'émergence d'un sous-genre très populaire dans les pays anglophones, qui est le cozy mystery, c'est-à-dire ces polars douillets dont je vous parle souvent parce que moi j'adore ça, et qui commencent d'ailleurs à rencontrer un certain succès en France aussi. Je vais pas vous parler des 12 romans, évidemment, ça serait trop long, mais en tout cas, moi, si je devais vous en conseiller pour commencer, mes 2 préférés, c'est Un meurtre sera commis le, 3 petits points, A Murder is Announced en anglais, qui est vraiment super. Le principe, c'est dans le journal local, il y a une petite annonce qui dit « Un meurtre sera commis le », et puis il y a la date, il y a l'heure, et vous êtes tous cordialement invités. Et en fait, ça part du principe d'une murder party, c'est-à-dire que les gens se retrouvent pour un peu comme un escape game grandeur nature dans une maison, et évidemment, c'est beaucoup plus rigolo s'il y a effectivement quelqu'un qui meurt pendant la soirée. Et donc Miss Marple va être impliquée là-dedans parce qu'elle est du coin. Donc ça, c'est Un meurtre sera commis le, que j'aime beaucoup. Et il y a aussi À l'hôtel Bertram, qui se passe à Londres, dans un hôtel très old school, où Miss Marple vient passer des vacances parce que justement ça lui rappelle sa jeunesse, parce qu'elle dit « Oh là là, c'est trop chouette comme il est old school, on trouve des vraies muffins dans cet hôtel, comme on les faisait à l'époque quand j'étais jeune. » Et donc elle va un peu là-bas pour la nostalgie, évidemment, il va se passer des choses dans cet hôtel Bertram. Et à ce propos, si vous aimez écouter de l'anglais, si vous aimez écouter des livres audio en anglais, je vous recommande vraiment les pièces radiophoniques de la BBC qui ont été faites dans les années 90. Ils ont adapté tous les livres avec Miss Marple, avec donc tout un cast. Voilà, c'est vraiment comme une pièce de théâtre, il y a des différents acteurs, il y a des bruitages. Et avec June Whitfield qui fait la voix de Miss Marple et que j'adore, je pourrais l'écouter parler toute la journée. Et du coup, je vais, juste pour que vous entendiez, je vous passe un très très court extrait de 15 secondes, justement tiré de l'Hôtel Bertram. All the time the men had been talking, Selina had been regarding me attentively over her buttered muffins, and finally she came over and sat down beside me. Jane? It is Jane Marple, isn't it? Donc voilà, c'était au tout début du livre, en tout cas de la pièce en l'occurrence, puisque c'est une adaptation en pièce radiophonique. Donc c'était la pièce radiophonique de la BBC avec June Whitfield dans le rôle de Miss Marple. Donc oui, vraiment, je vous recommande, si vous aimez les petits polars douillets, d'écouter un peu de Miss Marple, ou d'en lire, évidemment. Si on passe sur le... Je vous disais tout à l'heure que Agatha Christie, elle a aussi écrit des romans d'espionnage, et elle avait notamment une paire d'enquêteurs amateurs qui sont un petit couple qui s'appelle Tommy et Prudence, Tuppence en anglais, et Tommy et Prudence Beresford, avec qui elle a écrit 4 romans, mais surtout 15 nouvelles. Je crois que c'est regroupé en 2 recueils, il me semble. Là, ça flirte donc un peu avec le roman d'espionnage, parce qu'en fait, dans sa jeunesse, Tommy, il a travaillé pour les services secrets. Du coup, ça reste des polars, ça reste un peu du cozy mystery aussi, mais avec des petits éléments, on va dire, d'espionnage dedans. Tommy et Prudence, ils sont très très attachants tous les deux, je les aime beaucoup, ils sont vraiment rigolos. Prudence, elle est barrée, je l'adore, elle est trop marrante. Ce qui est trop mignon, c'est qu'en fait, sur les 4 romans et 15 nouvelles qu'elle a faites avec eux, Agatha Christie, elle nous les fait découvrir quand ils sont tout jeunes mariés, et aussi à un âge plus avancé, quand ils sont à la retraite, que leurs enfants sont partis. Et donc en fait, on suit ce petit couple finalement sur toute leur vie, et il y a vraiment un petit commentaire très mignon sur la vie conjugale. Ils sont rigolos tous les deux avec leur petite chamaillerie. Moi, ça me faisait penser à mes grands-parents. Si je devais vous en recommander 2 aussi, pour pas trop vous faire une pile à lire de fou, je vous recommanderais justement le recueil de nouvelles Associés contre le crime. Normalement, moi, je suis pas une grande lectrice de nouvelles, mais je trouve que ces petites nouvelles avec Tommy et Prudence qui résolvent des petits mystères à chaque fois, il est vraiment sympa, ce recueil.
Et leur dernier roman aussi, le dernier roman avec eux, qui s'appelle Le Cheval à bascule, il est super. Et ça, c'est justement un où ils sont un peu plus âgés, et il est vraiment sympa. Voilà, je vous remettrai évidemment, je vous balance beaucoup de titres comme ça, je vous remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode que je mettrai sur mon site. Donc il y aura un lien dans la description du podcast pour aller voir toutes les références. Tout à l'heure, je vous ai recommandé une adaptation radiophonique, et pour Tommy et Prudence Beresford, je vous recommande des adaptations cinématographiques françaises avec Catherine Fro dans le rôle de Prudence et André Dussolé dans le rôle de Tommy, qui, pour la traduction française, dans ce film s'appelle Bélisaire. Je trouve ce nom génial. Il y a eu 3 adaptations, c'est une série de 3 films. Il y a eu Mon petit doigt m'a dit en 2005, qui est super. Le crime est notre affaire en 2008, vraiment marrant. Et Associé contre le crime en 2012. Vraiment, il y a une super vibe dans ces films, je vous les recommande. Enfin, le dernier personnage d'Agatha Christie assez méconnu dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un personnage qui est plutôt secondaire, qui s'appelle Ariadne Oliver. Ariadne Oliver, elle apparaît dans quelques livres, pas beaucoup, et souvent elle apparaît dans des livres qui sont en fait avec Hercule Poirot, parce que c'est une amie d'Hercule Poirot, mais elle a, je crois, un livre où elle est un peu plus personnage principal. Mais on va dire qu'en général, elle apparaît comme personnage secondaire. C'est une romancière, elle écrit des romans policiers à succès, et elle est extrêmement lassée par son détective finlandais dont elle ne peut plus et qu'elle arrête pas de dire « Mais pourquoi j'ai pris un détective finlandais ? Je n'y connais rien à la Finlande !» Et évidemment, c'est très très rigolo de voir ces petites apparitions un peu en mode caméo de Ariadne Oliver dans les livres, parce qu'on voit très bien que, ou en tout cas on se doute qu'Agatha Christie y a mis de son propre vécu d'écrivaine de polar à succès. C'est un personnage qui est un peu foufou, elle est tout le temps en train de perdre ses lunettes, elle est marrante et assez parodique, et on sent que... En tout cas, on peut faire que des suppositions évidemment, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'Agatha Christie s'est amusée à mettre beaucoup d'autodérision dans ce personnage d'Ariadne Oliver, qui est très attachant par ailleurs. Moi je l'ai découverte en lisant Poirot joue le jeu, que je vous recommande, qui est sympa, où justement il s'agit d'une murder party. C'est Ariadne Oliver qui invite Hercule Poirot à une murder party dans une très belle maison anglaise, qui, paraît-il, était largement inspirée de celle d'Agatha Christie à l'époque. Et évidemment, qui dit murder party dit ça va dégénérer. Mais pour vous faire un peu plus découvrir ce personnage d'Ariadne Oliver, j'aimerais vous lire un extrait du tout premier chapitre d'un livre qui s'appelle Le Cheval pâle, que honnêtement je vous recommande pas de ouf. Pas du tout mon préféré d'Agatha Christie. Mais il se trouve qu'Ariadne Oliver apparaît dedans, donc plutôt en personnage secondaire. Dans le premier chapitre, il y a tout un passage où le narrateur va chez elle et où elle se plaint un petit peu de son travail, de ses difficultés dans son travail d'écriture. Et je me suis dit que ça collait bien au podcast. Donc juste pour vous donner un petit peu de contexte, le narrateur il s'appelle Mark Easterbrook. C'est pas du tout un enquêteur professionnel, mais bon, il se trouve que c'est lui qui est l'enquêteur dans cette histoire de Agatha Christie. Donc lui, il est très méconnu aussi, Mark Easterbrook. Et il est donc ami avec cette écrivaine Ariadne Oliver, et il va pendant qu'il réfléchit à ce mystère sur lequel il est tombé, il va lui rendre visite. Et je vous lis là la traduction de Henri Thiès pour la librairie des Champs-Élysées. Je hélai un taxi et me fis conduire chez une de mes amies, Mrs. Ariadne Oliver, auteure de romans policiers bien connus. Sa femme de chambre, Millie, était un redoutable dragon qui la gardait des attaques du monde extérieur. Elle vint ouvrir à mon coup de sonnette. Je levai un sourcil interrogateur. Millie hocha vivement la tête. « Montez, monsieur Mark, dit-elle. Elle est de mauvaise humeur ce matin. Peut-être l'aiderez-vous à en changer. » Je gravis 2 étages, frappai légèrement à une porte et franchis celle-ci sans attendre de réponse. Le cabinet de travail de Mrs. Oliver était une vaste pièce aux murs tapissés de papier ornés d'oiseaux exotiques, nichés dans des feuillages tropicaux. Mrs. Oliver, qui paraissait aux limites de la démence, arpentait son bureau en parlant toute seule. Elle me jeta un regard dépourvu d'intérêt et continua de marcher, fermant de temps à autre les yeux comme sous l'empire d'une horrible souffrance. « Mais pourquoi, disait-elle, pourquoi cet idiot n'a-t-il pas dit tout de suite avoir vu le cacatoès ? Pourquoi ? Il n'a pas pu ne pas le voir. Mais s'il en parle, cela ruine tout. Il doit y avoir un moyen, oui. » Elle grogna, saisit ses cheveux courts et gris à pleines mains. Puis, brusquement, elle me vit. « Bonjour, Marc. Ah, je deviens folle. Et puis, il y a cette Monica. Plus j'essaye de la faire agréable, plus elle est crispante. Une fille stupide et bourgeoise avec ça. Monica. C'est peut-être une question de prénom. Susan? J'en ai déjà une. Lucia? Lucia! Il me semble avoir celle-là.
une rousse, un collant noir, des bas noirs en tout cas. Le souvenir du cacatoès effaça cet instant d'exaltation et Mrs. Oliver reprit sa promenade, saisissant au passage, sans les regarder, des bibelots qu'elle reposait ailleurs. Puis elle mit ses lunettes dans une boîte laquée contenant déjà un éventail chinois et poussa un profond soupir. « Je suis heureuse que ça soit vous. Oh, c'est fort aimable à vous. Cela aurait pu être n'importe qui d'indésirable et cette histoire de cacatoès me rend folle. Oui, parfois la sauce ne prend pas, remarquai-je. Peut-être ferais-je mieux de partir ? Non, n'en faites rien. De toute façon, vous me distrayez. » J'avalai ce compliment douteux. « Voulez-vous une cigarette ? Elles sont quelque part. Regardez dans le couvercle de la machine à écrire. J'ai les miennes, merci. Tenez. Ah, c'est vrai, vous ne fumez pas. Ni ne bois, je le regrette bien. Cela paraît résoudre tous les problèmes de ces détectives américains qui ont toujours un flacon d'eau de vie sur eux. Savez-vous, Marc, je me demande comment les gens s'en tirent dans la vie quand ils commettent un meurtre. J'ai l'impression que cela saute aux yeux aussitôt. Oh, c'est ridicule, vous en avez commis pas mal pour votre part. 55 au moins. Le meurtre en soi est facile. C'est le couvrir qui est difficile. Et pour moi, c'est affreux. Vous avez réussi 55 fois, vous gagnerez une fois de plus. C'est ce que je me répète, mais chaque fois je n'y crois pas et je souffre le martyre. Voilà, je tenais particulièrement à vous lire cet extrait-là parce que je trouve que ça sent le vécu. Et surtout cette idée, c'est pas parce qu'on a déjà écrit 55 romans qu'on doute pas du fait qu'on va arriver la 56e fois. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire d'auteurs et d'autrices chevronnés. J'ai l'impression que Agatha Christie, dans ses paroles d'Ariadne Oliver, semble confirmer cette idée-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura intéressé et donné envie de découvrir les romans d'Agatha Christie au-delà d'Hercule Poirot. Je vous invite vraiment à aller découvrir notamment Miss Marple et puis Tommy et Prudence Beresford parce qu'ils sont trop attachants. Passons donc côté écriture. Aujourd'hui, ça sera plutôt côté publication parce que en ce moment, j'ai un peu mis entre parenthèses l'écriture pure et dure. Je la limite à des retraites d'écriture que je me suis planifiées sur l'année. J'ai décidé quand même d'essayer d'en faire une par saison. Donc là, par exemple, pour la réécriture de mon 2e roman, je me suis déjà réservé un petit Airbnb pour 4 ou 5 jours à Avignon en février. Donc voilà, déjà, je sais déjà que j'ai cette date de poser. Et puis j'essaierai là d'y consacrer peut-être un week-end d'ici Noël. Je regarde la date en disant ça, je me dis peut-être que ça va pas arriver. On verra. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis surtout préoccupée par l'échéance du 6 avril qui se rapproche. Donc pour la campagne Ulule que je vais lancer pour les préventes de mon premier roman. Et en fait, je commence un peu à stresser sur l'aspect communication parce que j'ai envie de poser les bonnes bases pour que cette campagne, elle fonctionne. Et en même temps, comme je rentre dans du concret, je suis aussi très enthousiaste. Je crois que j'ai jamais été aussi enthousiaste sur la sortie de ce livre. Ça me rebooste, ça me fait du bien d'être dans du concret. Et notamment, quand je parle de concret, c'est parce que j'ai trouvé une illustratrice pour faire ma couverture qui fait un travail absolument magnifique. Et c'était pas gagné qu'elle accepte de travailler avec moi parce qu'elle travaille vraiment pour des assez grosses maisons d'édition. Et moi, j'avais un énorme complexe de l'imposteur en fait. En plus, elle a un agent. Donc en contactant son agent, je me disais, oulala, mais moi, petite auto-éditée, elle va me rironner, ou l'agent va me rironner. Et pas du tout, en fait. J'ai eu un très bon accueil. Bon, en même temps, je paye, le contraire. Il manquerait plus qu'il morde. Mais oui, très, très, très heureuse de pouvoir travailler avec elle. Je vous dis pas encore son nom parce que on n'a pas encore signé le devis, donc je me dis, bon, il n'y a rien d'officiel. Mais bon, c'est à peu près sûr. Donc je vous dirai son nom peut-être la prochaine fois. Mais en tout cas, ce qu'elle fait, c'est magnifique. C'est un mélange de gouache, de craie grasse et de crayon de couleur. C'est très lumineux, très coloré. Et je pense que ça peut vraiment coller à l'univers littéraire dans lequel moi j'écris. Donc, je sais pas, en fait, ça a fait un déclic pour moi de trouver cette illustratrice. Tout d'un coup, je me suis dit, là, ça y est, c'est réel, en fait. Quoi qu'il arrive, je lui fais totalement confiance. Je sais qu'elle va faire un truc magnifique. Et donc, quoi qu'il arrive, je sais que le livre, il va être beau. Et en fait, rien que ça me rassure énormément. Je crois qu'une des grandes craintes que j'avais en me lançant dans l'auto-édition, c'était de faire une couverture moche et qui fasse pas professionnel. Et là, je sais que j'ai une super pro en face de moi et que du coup, ça va forcément être canon. Ça me donne énormément de confiance pour la suite. Je crois que ça m'aide beaucoup à envisager justement toute la campagne de communication, comment je vais parler de mon livre. Je crois que ça va vraiment me booster pour ça. D'ailleurs, en ce moment, j'essaye de me mettre à Instagram, qui est donc un réseau très visuel. Bon, moi, je suis pas du tout une utilisatrice d'Instagram à la base. J'écoute des podcasts. Je suis très auditive, en fait, comme personne. Et là, du coup, ça me challenge un peu, justement, de rentrer dans du visuel.
Je sais pas trop si je vais arriver à tenir le rythme. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram pour m'encourager, j'en ai besoin. Mais oui, en tout cas, j'essaie vraiment de passer la seconde niveau com. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi faire un peu plus de réseau, rencontrer plus d'auteurs et d'autrices qui écrivent dans mon univers. Donc si jamais vous écrivez dans le même genre littéraire que moi, c'est-à-dire du roman contemporain, récit d'apprentissage avec des éléments un petit peu de sensualité, mais pas de la romance à proprement parler. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui écrit dans ce genre-là, faites-moi signe parce que j'aimerais bien justement pouvoir discuter avec des gens qui écrivent dans ce genre-là et éventuellement, pourquoi pas, faire une interview sur le podcast. Et sinon, que vous dire ? Je vous avais dit la dernière fois que j'avais fait corriger le roman par une correctrice professionnelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui participe à me donner de la confiance aussi. Et je me dis, voilà, je m'auto-édite de façon aussi professionnelle que possible. Et en fait, j'avais toujours pas intégré ces corrections dans la maquette. Donc là, j'ai fait ce travail-là. C'était pas rien du tout parce que, bon, il fait quand même 350 pages, le livre. Donc voilà, ça y est, là, la maquette est nickel chrome. Alors, il paraît qu'il reste toujours des coquilles, même si on fait le relire par je sais pas combien de personnes. Bon, en tout cas, il est aussi nickel qu'il peut l'être. À partir de maintenant, je ne bouge plus une seule virgule, vraiment. L'intérieur du livre est finalisé. Maintenant, c'est travail sur la couve. D'ailleurs, j'ai écrit le 4e de couverture. Ça, c'était fun. Ah oui, il faut que je vous raconte le process pour écrire ma 4e de couverture. Juste pour poser le contexte, moi, à la base, je suis quelqu'un, je vais pas dire technophobe, mais je suis pas une grande fan de technologie. J'ai eu un smartphone très tard, je me suis mise aux réseaux sociaux très très tard. Mais j'ai essayé, je me suis forcée ces derniers temps à m'intéresser à l'IA, juste pour comprendre aussi ce que c'est, pour pas passer complètement à côté du truc. Et notamment, j'ai suivi une autrice anglaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joanna Penn, qui parle beaucoup de l'IA et de comment est-ce qu'elle utilise l'IA pour l'aider dans son travail d'autrice, et notamment pour faire du brainstorming, et notamment pour tout l'aspect com et marketing. Et du coup, j'ai fait le test, j'ai utilisé l'IA qu'elle recommande, qui s'appelle Claude, qui est moins connue que ChatGPT, et qui est un peu plus créative, un petit peu plus axée sur le côté littéraire des choses. Et je me suis dit, ok, je teste, je me prends un abonnement d'1 mois. C'est vraiment, quand je dis ça, je me dis, mais c'est fou. Si la Marion d'il y a 3 ans m'avait entendu dire ça, elle aurait halluciné. Parce que je suis vraiment pas... D'habitude, je suis pas quelqu'un qui va tôt sur les technologies, quoi. Mais là, je me suis dit, allez, je veux tester. Et je me suis dit, pendant 1 mois, tu vas essayer de te servir de l'IA pour t'aider dans ton marketing. Et du coup, je lui ai donné à manger le texte de mon roman. Et je lui ai dit, bon, voilà, propose-moi des 4e de couve. Et franchement, c'était super bien. C'est vraiment flippant parce que, en fait, l'IA a vachement bien compris de quoi parlait le livre et quel était le ton, quels étaient les enjeux de l'intrigue. Enfin, c'est assez impressionnant. Évidemment, je n'ai pas utilisé du tout la 4e de couve telle quelle, mais ça m'a donné des idées de comment, en fait, je pouvais la faire. Et en me basant sur les propositions qu'elle m'avait fait, je lui avais demandé d'en proposer 4 ou 5, puis après, je lui ai dit, fais un peu plus court, et puis mets plus en avant tel aspect. Et en fait, ça m'a servi de base, de brouillon très grossier pour après écrire la mienne, que j'ai écrite, puis réécrite, et peaufinée. Ensuite, je l'ai fait lire à des amis. Ensuite, je l'ai repaufinée. Et tiens, je pourrais vous la lire d'ailleurs. Je vais vous la lire, cette 4e de couve. Je tiens à préciser que c'est très insécurisant pour moi de vous lire cette 4e de couve là sur le podcast à voix haute parce que, évidemment, j'ai essayé, dans une 4e de couve, on veut donner envie de lire le livre. Et du coup, c'est une forme d'auto-promo, de se vendre. Et c'est pas facile à faire, donc ayez pitié, merci beaucoup. Merci d'avance. En plus, j'ai rajouté une petite bio à la fin. Oh là là, c'est cringe. Bon, allez, je vous la lis. C'est juste, vous pouvez pas le voir parce que c'est audio, évidemment, mais ça commence par la première phrase, c'est une citation qui est entre guillemets, c'est une citation du livre. Les secrets du musée sont comme le thé. Plus ils infusent, plus ils deviennent amers. Pour son premier job d'été, Tommaso débarque de Paris comme guide au Musée international du thé, quelque part au milieu du Gard. Dans ce manoir entre 2 collines, il découvre une directrice tyrannique aux allures de duchesse anglaise, des tasses centenaires et des guides aussi excentriques que leur uniforme. Et puis il y a Magdalena, l'assistante aux yeux jaunes, qui partage sa vie avec le beau et ténébreux David. Alors que l'été s'embrase et que les non-dits s'accumulent, Tommaso se retrouve pris dans un triangle amoureux qui le pousse à choisir. Continuer à se plier aux règles du musée ou enfin écouter ses désirs. Un premier roman sur la quête d'identité qui mêle mystère et sensualité avec une pointe d'humour. Et après, il y a la biographie. Ah, c'est cringe. Bon, je vous l'ai fait. Marion Josserand vit à Grenoble, où elle anime des ateliers d'écriture, enregistre des podcasts et boit beaucoup trop de thé. Son premier roman, Tant pis pour le thé,
a été finaliste du concours des Murmures littéraires 2024. Ouh, c'est insécurisant pour moi de vous lire ça. Et en même temps, ça me fait trop plaisir. Enfin, vraiment, ces étapes sur lesquelles je suis en ce moment, d'écrire la 4e, de réfléchir, de briefer l'illustratrice pour la couverture, pour l'illustration. C'est tellement concret, ça fait trop plaisir en fait. J'ai l'impression de toucher du doigt un rêve de petite fille. Avant même de savoir écrire, je disais aux gens que j'allais être écrivaine et je faisais semblant d'écrire des livres. Dans des carnets, je faisais des vaguelettes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un rêve d'enfant quoi, qui se réalise. Bref. Ah oui, et la dernière news que je voulais vous raconter avant d'arrêter de blablater, c'est que dans le cadre de la campagne de prévente que je vais faire sur Ulule en avril-mai, je voudrais avoir des petits goodies, des petits cadeaux que je propose. En fait, faire des espèces de box cadeaux, c'est-à-dire soit on peut précommander le livre tout seul, en e-book ou en papier, soit on peut précommander avec des petits cadeaux en plus qui vont avec l'univers du livre. Et je tenais absolument à proposer des thés, des très bons thés de qualité. Et j'avais le rêve de faire un partenariat avec ma boutique et salon de thé préféré à Grenoble, que vraiment, chez qui je fournis tout le thé que je bois là, depuis 15 ans, je l'achète là-bas. Et c'est alors peut-être pas 15 ans, j'exagère, 10 ans. Et c'est le Jardin du Thé. Donc s'il y a des Grenoblois, Grenobloises qui écoutent ce podcast, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. J'adore cette boutique qui fait aussi salon de thé. Et je suis allée les voir et je leur ai demandé si on pourrait faire un partenariat. Et ils m'ont dit oui. Donc je suis trop contente de pouvoir vous annoncer officiellement que pour mon crowdfunding sur Ulule, il y aura des box avec des thés du Jardin du Thé qu'on va choisir ensemble. Et il y aura plusieurs parfums de thé, vous pourrez choisir. Et oh là là, mais j'étais tellement excitée comme une puce quand je suis sortie de la boutique après avoir parlé avec le manager, parce qu'en plus il est trop sympa. Parce que c'est vraiment un rêve pour moi. De pouvoir mélanger comme ça des choses que j'adore, l'édition, l'écriture, le thé, et de faire connaître peut-être aux gens qui connaissent pas une boutique que j'adore, ça fait trop plaisir en fait. C'est juste très, très cohérent, très vertueux. C'est que des choses que j'aime qui se réunissent ensemble et de pouvoir partager ça avec des gens, ouais, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, en ce moment, c'est des bonnes vibes. Je suis à la fois un peu dans l'adrénaline, un peu stressée en me disant « Ouh là là là, ça va arriver très très vite le 6 avril et j'espère que je serai prête, tout simplement. » Et en même temps, ouais, toutes ces choses concrètes, ça fait trop 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 plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être là et d'avoir écouté cet épisode numéro 36 de la page sensible jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissiez le petit couple Tommy et Prudence Beresford ? Est-ce que vous connaissiez Miss Marple avant d'écouter ce podcast ? Est-ce que je vous ai donné envie de lire ou de relire du Agatha Christie, plus probable ? Dites-moi ça sur Instagram, par exemple, @lapage-sensible tout attaché, ou bien tout simplement en commentaire sur le blog du podcast, ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour connaître les coulisses du podcast et recevoir toutes mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur, ça sera en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et enfin, ne ratez pas le prochain épisode dans lequel je vous parlerai d'un roman américain, Yellowface, de Rebecca F. Kuang, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est un coup de cœur vraiment que j'ai lu récemment, qui est un peu en forme de thriller littéraire, qui parle beaucoup d'écriture et de publication, mais sous un angle très original. J'ai vraiment hâte de vous en parler parce que j'ai adoré. Je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.